Bonjour, bienvenue à Total Impro 2.0. Nous sommes le samedi 15 juin 2024. Il est à peu près 10 heures. Non, en fait, non, il est à peu près 11 heures. On a pris un peu de retard, je suis vraiment désolé. Et c'est notre talk show Confluence. Un talk show un peu particulier, c'est le talk show Birthday anniversaire. On fête nos 2 ans à Total Impro. Et merci Jean-Philippe, merci. Et comme on est très fidèle au lieu dans lequel on est hyper bien reçu, on est revenu au même endroit un an après. Donc c'est à Eva Maurepas, le centre de e-sport. C'est Éric Gerbeau qui nous accueille dans son superbe centre de e-sport. Voilà, donc c'est là qu'on va faire notre dernier talk show de l'année, de la saison. De la saison. Pré-estival. Tout à fait. Et donc l'émission va être co-animée avec Anne-Laure qui est juste à côté de moi, d'ailleurs avec qui je vais directement, j'irai passer micro et caméra, et moi j'allais me cacher derrière la caméra et assurer le suivi plutôt technique, la régie technique. Merci Anne-Laure. Tu t'en sortiras pas comme ça. C'est vrai, mais tu pourras faire appel à moi de temps en temps. Bon anniversaire Jean-Pierre, bravo pour les 2 ans. Le travail déjà accompli depuis 2 ans sur ton émission. Tes émissions? Oui, nos émissions. Je pense que vous avez contribué également à, je pense, à Jean-Philippe qui a été omniprésent, on peut dire, tout le temps. On t'a vu non, fidèle au poste. C'est jamais trop. Sur tous les sujets. Oui. Surtout les sujets, Jean-Philippe. Donc oui. Jean-Philippe, si tu veux bien te présenter aux gens qui ne t'ont pas encore vu, parce que j'espère qu'il y en aura encore aujourd'hui quelques-uns. On va en conquérir de plus en plus. Hein. Voilà. Et puis la période va être propice à faire des émissions. Là, Avec le beau temps, il va y avoir beaucoup de sorties à l'extérieur, beaucoup d'activités, beaucoup de il y a le beau temps, associations qui font toutes leurs aussi, animations de fin d'année. Et puis il y a le temps orageux politique qui va nous donner l'occasion sans doute de multiplier les interviews et d'offrir la parole aux différents candidats. On en reparlera. Bon, je m'appelle Jean-Philippe Gibaud. Je suis chroniqueur sur Total Impro depuis 2 ans. Ma chronique est une chronique nature. Et puis le samedi matin, dans cette émission, j'anime avec Jean-Pierre ce qu'on appelle le 10-30. C'est-à-dire, on parle de la presse régionale et de ce qui se passe un petit peu ponctuellement dans le monde. Donc tout à l'heure, je parlerai de quelques événements. Oui, et on voit que là, cette semaine, il y a de on quoi. a quand même un événement qui attire toutes les attentions. Ces élections anticipées, là, et cette dissolution. Donc on aura le temps de voir un petit peu C'est ça. Un horizon C'est ça. de nos journaux nationaux et régionaux locaux. Bonjour. Alors, à ma droite, j'ai Nidam, qui va présenter notre chronique numérique. Oui, voilà, moi je suis Nidam Abdi, alors je suis à la base journaliste, la presse parisienne, et puis je suis au Ménul depuis 20 ans presque, et depuis 2011 je publie sur internet un site web, c'est une veille où j'écris des articles sur comment se développe le numérique sur les territoires au niveau international et européen. C'est-à-dire, on oublie souvent que nous sommes dans le territoire où a été écrite la Constitution européenne, à Bazoches, avec Jean Monnet. Et ben moi, juste pas loin, au Ménul, je fais une veille et j'écris sur ce que font les collectivités européennes. Et surtout sur les différentes thématiques, que ce soit dans l'eau, la gestion de l'électricité, l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, la cybersécurité. Voilà, et puis on est dans un lieu où le numérique joue un rôle très important. Voilà. Central. Central, voilà. Et ça s'appelle Territorial Challenge. D'accord, donc on te retrouve, tu as ton site Territorial Challenge. Et je suis chroniqueur chez notre ami depuis 2 ans. Jean-Pierre, voilà. Depuis 2 ans, où j'anime une chronique sur ces questions de veille technologique sur les territoires. Voilà. Alors c'est quoi le sujet brûlant aujourd'hui ? Ça reste 2 sujets toujours. C'est la question de la cybersécurité. Les collectivités locales sont de plus en plus attaquées. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec
l'hôpital Mignot il y a 2 ans. Ça, c'est un des sujets. Puis il y a l'autre sujet qui est important, c'est l'intelligence artificielle qui joue de plus en plus un rôle très important, qui accélère plein d'activités, qui modifient notre manière de travailler et qui aussi, sur ce territoire du sud-ouest des Yvelines, impacte énormément. Puis que ce soit avec ce qu'on vient de vivre, l'élection européenne, comme ça va être avec les législatives. Voilà. D'accord, on est impatient de voir. Voilà, on va aborder ce journal numérique que Jean-Pierre... Voilà, alors Temple, l'intelligence artificielle est... Un combat pour la démocratie, parce qu'on a une partie... est au cœur de ce journal. C'est le premier numéro qu'on a sorti totalement avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. De vos chroniques. De vos chroniques, voilà. Vous avez utilisé... Dans quelques bons points de vente régionaux autour de Rambouillet. Alors ça pose en vente, gratuitement disponible. Absolument. Il ne faut pas être contre l'intelligence artificielle, mais ça pose des problèmes de régulation et tout ça pour la presse, pour les journalistes, comment recueillir l'information, comment on ne peut plus penser humainement et écrire soi-même, mais utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger. Tout ça, c'est un bouleversement. Et puis, on a une particularité ici à Total Impro, c'est que son fondateur, notre ami Jean-Pierre, c'est un ancien du monde de l'informatique, du numérique, ce qui fait qu'il connaît très très bien ces enjeux et il connaît très bien le cycle dans lequel on est en train de vivre. Et l'illustration, c'est qu'il y a 2-3 jours, il a fait une très intéressante chronique, interview avec un expert de la cybersécurité. Voilà. Pardon. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui me gratte. Oui. Les aléas du direct. C'est passionnant. Moi, je suis aussi beaucoup tournée vers les nouvelles technologies. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se dire. À côté de toi, il y a Caroline. Oui, bonjour. Qui représente le 28 Mag. Oui. Alors parle-nous, du coup on s'étend un petit peu, Jean-Pierre, on oui, voit que son fief grandit dans le département d'à côté. Et là, donc, on arrive dans l'Eure-et-Loire le 28. Voilà. Donc nous, j'ai créé cette association donc, en février 2023. C'est une association à la base qui... Là. Oui, il faut regarder, j'ai pas encore l'habitude. Oui, il faut essayer de regarder un peu la caméra, c'est pour moi après pour faire mes captures d'écran et c'est mieux que quand on voit vos beaux yeux. Merci. Donc plus par là, on me dit aussi. Donc voilà, donc c'est une association qui a donc vu sa création donc en février 2023. Par la suite, en fait, on a vu que sur le département de l'Eure-et-Loire, c'était un département qui était très mal connu, proche de Paris, mais à la fois trop loin. Et après être arrivé des Antilles, après quelques années avoir vécu là-bas, on a décidé de poser nos valises avec mon mari, qui est le directeur artistique de l'association, donc voilà, qui est là, juste derrière, qui me fait des signes pour que je regarde la caméra. Voilà. Et en fait, nous, le but, c'est de promouvoir le département, donc à la fois sur le côté économique et social, mais aussi, surtout à travers ces acteurs locaux. Donc, la toute première ébauche était de promouvoir les artisans d'art et les producteurs locaux. Donc, pour le moment, on est encore en train de faire les fondations, voilà, mais faire connaître tout l'artisanat qu'il y a déjà dans ce département, les producteurs locaux, et puis par la suite pouvoir s'étendre aux autres départements si possible, et via surtout la photographie. Donc David, qui est le directeur artistique, est notre photographe, et on est accompagné aussi d'un webmaster qui s'appelle Thierry. Et voilà, à travers le numérique et la photographie, on veut mettre en avant le département et le rendre en fait plus attractif, voilà, sur tous les points de vue. D'accord.
Vous avez un lieu particulier aussi où vous pouvez faire des expositions. Raconte-nous un peu où vous êtes posté. Alors, on est dans un petit village. On a fait notre première exposition à Coltainville. Voilà, c'est un bar qui a été repris donc par Jean-François, qui était restaurateur sur Chartres et qui a décidé après le Covid d'ouvrir de réouvrir en fait cet endroit qui était un bar tabac, jeux, épicerie. Et on a décidé tout petit village, voilà, qui est entre on va dire Rambouillet et Chartres, donc Coltainville, et où on a nos locaux qui sont juste au-dessus. On a décidé de faire notre première exposition photo parce que ça fait partie. Cours. Comment? Vos cours, tu dis? Notre exposition, nos locaux. Vos locaux, Nos locaux, voilà. On avait nos locaux juste au-dessus du bar et on a fait notre première exposition donc en novembre, exposition donc photo de David parce que c'était le premier dans l'organisation des expos et voilà, on a réussi à réunir pas mal de monde. Gros succès, belle expo. C'est gentil. Alors c'est vrai que moi j'ai pas trop vu parce qu'en fait quand on organise ça on est tellement voilà, c'était notre première, mais on s'attendait pas à avoir effectivement autant d'attractions, faire revenir en fait les gens dans les petits villages et animer et faire de l'animation, donc voilà. Je crois que dans les Yvelines et dans l'Eure-et-Loire, il y a vraiment une vie jeune dans les villages et dans la campagne. Et alors jeune, ça reprend vie. Ça essaye de reprendre vie, mais c'est vrai que les jeunes sont beaucoup repartis en fait faire leurs études ailleurs parce que c'est vrai que sur Chartres il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il y a un IUT, il y a une petite enfin il y a très peu en fait on va dire pour faire excusez-moi, les études voilà, secondaires. Mais donc c'est vrai que les jeunes partent et ils ont envie de revenir. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir, il y a beaucoup de sociétés qui sont installées en Eure-et-Loire, dont Guerlain, Dior, Novo Nordisk, qui se sont installés pour en fait rendre le département plus attractif. Faut que je regarde par là. On a Antoine Magnier que l'on salue bien sur YouTube. D'ailleurs, il s'étonne qu'on ne soit pas sur Twitch aujourd'hui. Effectivement, petite exception, on est en extérieur, Antoine. Et qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une nouvelle exposition de prévue? Une autre exposition, alors oui, avec plaisir, ça serait bien. Pour le moment, il n'y en a pas de prévu, donc on essaye aussi de faire, de mettre en avant d'autres artistes. Donc s'ils veulent venir aussi vers nous, qu'on organise. En fait, nous, on veut vraiment pouvoir faire de l'organisation et de promouvoir tout le monde. Donc s'il y a un artiste qui veut qu'on essaye d'organiser une exposition, ils viennent voir l'association et on essaye de mettre ça en œuvre. Antoine est photographe, il y a peut-être une concurrence avec David? Alors pour nous, il n'y a aucune concurrence. Non. Voilà, non. Quand on est créatif. Voilà. Oui, je me permets, vous avez cité Guerlain, les laboratoires. Oui. Ça, c'est aussi très important par rapport à ce que nos politiques territoriales, nos élus doivent jouer pour attirer de l'activité dans la région. Et l'exemple que vous citez, c'est cette idée où en 1992, on a créé ce syndicat qui s'appelle Cosmétique Vallée à Chartres pour regrouper, pour être un écosystème par rapport à tous les laboratoires de la cosmétique qui sont là et qui rayonnent d'une manière au niveau international. Et c'est très important d'avoir ça. Et le deuxième point qui est essentiel, et moi c'est mon activité, c'est les bonnes pratiques. Et quand on veut attirer les jeunes, il faut regarder les bonnes pratiques, notamment à l'international. Et moi, je vais en donner un exemple, celui de la cybersécurité. On a en Angleterre une petite ville balnéaire qui, pendant le Covid, a vu tous ces jeunes qui étaient à Londres dans l'informatique revenir. Et pour qu'ils ne repartent pas après le Covid vers Londres, il y a un projet que les élus de Scarborough ont proposé, c'est de créer un écosystème autour de la cybersécurité comme industrie locale. Voilà. Et à mon avis, nos élus doivent prendre conscience de ça parce que nous sommes dans un territoire béni des dieux, enfin magnifique, très beau, et qu'il faut le développer dans ce sens.
Et c'est vrai que c'est là où je rejoins par rapport à l'attraction qu'on a du 28. Alors, au fur et à mesure, pour le moment, on a une toute petite équipe, donc on essaye de s'entourer, mais c'est long. Donc, c'est vrai qu'on aimerait, le but, c'est de faire un magazine, si on peut, mensuel. Alors, ça sera d'abord par le web, parce qu'on voulait faire du papier, mais ça a un coût. Il faut trouver les fonds. Et via ce magazine, on veut essayer de promouvoir justement et rendre attractif plusieurs domaines, et dont les communes, ou voir par rapport aux mairies ou aux communes ce dont elles ont besoin, et en fait via le magazine transmettre un message en disant voilà, on a besoin de telle chose pour le rendre plus attractif. On se rend compte qu'il y a des petites communes qui essayent de rouvrir des restaurants ou autres, parce qu'il faut repeupler en fait ces petits villages. Tout à fait. Très bien. Voilà un tour de room effectivement qui prend de l'ampleur. On va essayer de raccrocher les wagons pour faire le 10-30, qui est la première. On va pouvoir revenir sur l'association 28 Mag dans une deuxième partie de l'émission, si tu veux bien. Et on va passer au 10-30 où on va balayer la presse de la semaine, et elle a été très intense, très dense. Et je pense que Jean-Philippe a des choses à nous dire sur la presse du moment. Il s'est passé des petites choses cette semaine, mais ce que dit Nidam va concerner sans doute très bientôt de nouveaux élus, de nouvelles personnes impliquées. Il y a fort à parier qu'il y ait quand même un grand brassage qui se passe bientôt. Ah oui, on peut appeler ça comme ça. Moi j'appelle ça l'orage, par rapport au beau temps dont tu parlais tout à l'heure. Je crois qu'effectivement on est en train de vivre une période très orageuse. Pour tout dire, je crains que dans les jours qui viennent, y compris cet après-midi, puisque cet après-midi, il y a tout un tas de défilés qui sont organisés en France, et à Paris en particulier, pour défiler contre l'extrême droite. Et on sait que aussi bien dans le camp de l'extrême droite que dans les camps de l'extrême gauche, il y a quand même des fractions qui sont toujours là, qui sont à l'extrême des extrêmes et qui sont toujours prêts à en découdre. Donc, moi, je crains un peu. Des individus qui sont là uniquement pour la bagarre. Alors, bon, la presse en parle bien sûr. Le Point fait sa couverture sur la dissolution que M. Macron a provoquée. Bon, les gens s'inquiètent et le critiquent, mais tout le monde le souhaitait dans toutes les formations politiques. Donc, c'est le bal habituel des jeux politiques. On a vu déjà pas mal de choses. Alors moi, ce que j'adore, c'est que la presse a déjà fait l'élection. On le voit un peu dans tous les magazines. Donc, par image, par exemple, nous montre M. Bardella, enfin, chacun, il n'y a même plus besoin d'aller voter, quoi. Ils nous disent qu'il y a deux blocs, un bloc d'extrême gauche, un bloc d'extrême droite, ce qui est vrai en soi. Ils oublient le bloc central, qui pour l'instant n'existe plus. Ils sont nettoyés, il n'y a même pas besoin d'aller faire un bulletin de vote. Et puis surtout, à mon avis, ils oublient le plus gros bloc de France. Le plus gros bloc des électeurs. Ceux qui ne vont pas voter. Alors celui-là, il a représenté aux européennes dernières plus de 50% des voix. Et ils font tous comme s'ils n'existaient pas. Or, ces gens-là, peut-être, auront un tour à jouer. Alors, sur la région, toutes les nouvelles en parlent. Alors, toutes les nouvelles, il y a deux choses intéressantes à voir. Alors, au niveau politique, je ne sais pas si je vais retrouver l'article de Rambouillet, mais on connaît déjà dans notre circonscription de Rambouillet la candidate, puisque ce sera Aurore Berger. Je ne trouve pas la page. Versailles, donc c'est avant. On va la trouver. Pourtant, je l'avais préparé. C'est certain que ce changement de cap soudain là est en train d'attirer vraiment. On voit que tous les journaux parlent de ça. Il n'y a pas un seul qui fait pas ça une sur cette dissolution. Mais chacun quand même avec
Je trouve un axe différent, plus ou moins local, national, voire européen. Et Ouais. c'est intéressant d'avoir ces différentes approches. Ouais, on va voir ce que ça va donner, hein, la campagne. Alors, Aurore Berger, qui illustre l'article du résultat des élections européennes, avec un Front National qui frôle les 20% à Rambouillet, hein, est déjà partie en campagne, elle. Elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle utilise beaucoup sa force, qui sont les familles, donc on la voit beaucoup avec sa fille, par exemple, etc. Enfin, elle est à fond, et on en parlait tout à l'heure, hein, l'échiquier politique sur Rambouillet, il va peut-être falloir qu'ils mettent en face d'Aurore Berger des gens un peu costauds. Hein. Là, j'avoue que les candidats Il va y avoir du travail. sont peu nombreux, et je comprends parce qu'elle a une présence déjà donc maintenant depuis. C'était quoi C'était Macron, c'était la grande vague, la grande vague de 2022. Voilà, avec la deuxième élection, le deuxième mandat de Macron. On a une question d'Antoine. On peut être ministre et candidat aux législatives en même temps ? Oui, absolument. Elle ne sera peut-être plus ministre après la dissolution. Ah, après tout va se rejouer. Tout va se jouer. On relance les dés. Et chacun. Bon, faut pas se cacher quand même. Mais alors, au niveau numérique, est-ce que ça attends. On finit le tour de la presse et puis après on repart. Jean-Pierre, je crois que tu voulais qu'on parle hors politique du Petit Moulin. Oui, on voulait saluer Jérôme Goliard, effectivement, qui vient d'ouvrir un nouvel établissement dans un très très joli écrin dans les Vaux-de-Cernay. Bien. Bon, donc au niveau politique, politique, mais un peu annexe. Oui. Moi, je pense qu'il faut aussi, là, sur cet événement, féliciter les services municipaux qui vont devoir s'adapter en toute hâte à cette élection qu'ils n'avaient pas prévue pendant les vacances. Il y a du personnel qui sera déjà en vacances, et pour eux, c'est vraiment une gageure d'organiser ces associations, les associations. Tous les vides-greniers, c'est l'époque où il se fait tout, quoi. Toutes les animations. Exactement. Avec le beau temps, les mariages. Je pense que là, le sujet est suffisamment important pour attirer un petit peu les gens. Heureusement, il fait beau, donc ils vont avoir envie de sortir, j'espère. Oui, mais enfin, on voit effectivement. Je crois que les services municipaux, on peut déjà tous les féliciter d'avance d'arriver à produire l'effort nécessaire. Il y en a qui ont des mariages qui sont célébrés la veille dans les mêmes salles. Alors sur Total Impro, par rapport à ces élections, on va essayer de jouer un rôle un peu différent de la presse traditionnelle, et donc de donner la parole, lorsqu'on les connaîtra, aux différents candidats. Donc on va lancer des invitations, à la fois à titre individuel et à la fois à titre lors du second tour, comme on l'avait fait d'ailleurs lors des dernières législatives, où on avait réussi à organiser un débat à la forme Total Impro. Donc on va proposer, parce que c'est pas la même couverture. Aujourd'hui, Total Impro, après 2 ans, a quand même une couverture régionale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme tu l'as dit, Nidam, qui s'étend au sud Yvelines en général, mais sur le 28 jusqu'à Dourdan, etc. Donc toute l'influence se joue et l'Eure-et-Loire, bien sûr, l'Eure-et-Loire, le 28, ouais. Donc on va pouvoir couvrir peut-être 4 circonscriptions. Je crois, il y a Rambouillet, il y a Dourdan, il y a Chevreuse, et il m'en manque une, Maintenon, Épernon, Chartres-Ouest. Voilà les 4 circonscriptions sur lesquelles on va essayer de faire des émissions pour que les électeurs soient bien informés du programme des uns et des autres. Donc l'invitation est lancée. Déjà, on la formalisera de façon plus lundi, dès qu'on aura la liste officielle de tous les candidats. Mais les invitations vont partir et on va pouvoir participer à ce moment qui est quand même un peu dramatique pour les uns ou pour les autres. Il y a beaucoup d'espoir chez beaucoup de personnes, de changement, mais il y a aussi beaucoup de craintes.
Donc je crois que notre rôle à nous, c'est Les d'aider. Américains ont survécu à Trump. C'est vrai, oui. Mais On s'en sortira. bon, le rôle d'une radio, je crois, pluraliste comme est la nôtre, enfin une radio web, de notre média, c'est de pouvoir donner la parole à toutes les sensibilités et que chacun puisse expliquer. Et il y aura besoin d'explications parce que quand on voit, par exemple, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Éric Ciotti, le bureau politique, Éric Ciotti, il est élu par les militants. Et tu as un bureau politique qui vient et qui dit Éric Ciotti, il n'est plus président, alors que ce n'est pas le bureau qui l'a élu, c'est les militants. Et la justice a dit mais c'est pas bon ce que vous avez dit, il est toujours président. Donc il va y avoir des affiches sur lesquelles il y aura et le logo LR sur les amis d'Éric Ciotti et le logo RN et le logo LR sur les anti-amis, je vais dire pas les ennemis, mais les anciens amis d'Éric Ciotti. Comment les gens vont s'y reconnaître? Donc je crois qu'il y aura besoin de clarification, d'explication et que notre rôle à nous sera d'aider à cette clarification. Et de donner de l'analyse, des éléments, notamment sur notre territoire. Je vais commencer par rapport aux élections européennes par une anecdote. Il y a, quand on est venu s'installer avec mon épouse, ma belle-mère ici, au Ménul, on a reçu des amis et un jour on a reçu un ami anglais, un enseignant, et je l'ai amené visiter la maison de Jean Monnet. Voilà. Et là, j'ai remarqué qu'il commençait à pleurer et j'ai demandé à mon épouse pourquoi Stéphane pleure. Elle me dit oui parce que son père dans les années 50, a participé comme fonctionnaire européen à la première constitution, Jean Monnet et tout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que nous, et je pense que des fois, souvent on l'oublie, c'est qu'on vit dans un territoire où l'Europe est née. Et aujourd'hui, nous avons, on est 27 pays dans l'Union, et tous ces pays envoient des gens, notamment au Parlement, à Bruxelles et tout. C'est des Roumains, c'est des Bulgares, c'est des avant-Allemands et tout ça. Et tous ces gens nous regardent. Ils regardent la France qui lui est en train d'arriver, mais ils regardent aussi notre territoire ici, le sud-ouest des Yvelines. Et il faut prendre conscience par rapport à ça. Nous avons une maison Jean Monnet, aujourd'hui dirigée par M. Marty, qui est catalan, qui est arrivé ces dernières années, qui essaye de faire beaucoup de choses, notamment avec les villages et tout ça. Et je pense, cher Philippe, il faut on ouvre le débat avec nos élus, les candidats, sur cette question-là. C'est très important. On n'est pas dans un village en Roumanie, Bazoches, ça a été 28%. Dimanche dernier, 28% l'extrême droite. Là où Edenauer est venu, tous les grands qui ont construit l'Europe après la guerre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça arrive à un moment où il y a eu l'anniversaire du débarquement, le 6 mai. Pour ce qui concerne le numérique, on a oublié aussi que il y a eu un anniversaire le 7 mai, c'est le décès du père de l'intelligence artificielle, qui est anglais, qui s'appelle Alan Turing, et qui a participé à l'effort de guerre par rapport aux Alliés, puisque c'est lui qui a cassé les codes des armées nazies pour permettre, entre autres, le débarquement. Exactement. C'est-à-dire, on est dans une succession d'anniversaires de mémoire, et nous, le dimanche, on a 28% à Bazoches. Et c'est ça où, j'espère, avec notre ami Jean-Pierre, on va ouvrir les débats sans être partisans, avec les élus, les candidats, tous les gens qui veulent s'exprimer. C'est quel devoir de citoyen par rapport à l'Europe, par rapport aux législatives et tout ça, doit avoir notre responsabilité par rapport à l'histoire. Moi, je vis au Ménul, j'habite à côté du cimetière, il y a une tombe
de 4 soldats britanniques de la Royal Air Force qui sont tombés de leur avion lors de la libération. Et en 1995, un de leurs amis, qui n'était pas dans l'avion, a demandé d'être enterré. En 1995, il a demandé d'être enterré au Ménul. Ce qui fait qu'on a cette responsabilité et que par rapport au repli qu'on est en train de vivre, qu'il faut qu'on discute, je le répète, sans point de vue partisan, pour essayer d'enrichir le débat et pour essayer de tirer vers le haut les choses en termes politiques. Je constate vraiment que les gens, ils ne se sentent pas européens pour la plupart. Oui, mais c'est une erreur parce que si on ne veut pas que la mondialisation nous asphyxie, on est obligé d'être européen. C'est à ce niveau que ça se joue. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu un changement de position et que des instances politiques et haut placées qui vont gérer vraiment de l'administratif, on commence dans les programmes à retrouver des choses qui vont plus toucher la vie du citoyen plus proche d'eux. L'Europe existe depuis 60 ans, un peu plus de 60 ans. Il y a encore des lacunes administratives, Bruxelles peut-être au niveau du Parlement. Et il faut réformer, mais on ne peut pas se retirer d'un coup parce que moi, je vous donne une autre anecdote. J'ai mon épouse qui est enseignante à Versailles, avec une collègue à elle du lycée Buc. Ils ont organisé des rencontres européennes dans le cadre de ce qu'ils appellent le Moon. C'est une sorte d'équivalent de l'ONU pour les jeunes, pour sensibiliser leurs lycéens aux enjeux diplomatiques et tout. Et là, elle était à Hambourg pour ça. Elle amène des enfants de notre département. Elle les amène à Buc pour faire des débats avec des Allemands, des Pakistanais, des jeunes de leur âge, des lycéens, pour les initier à être des citoyens du monde en termes de diplomatie et tout ça. Ils ont fait quelque chose, c'était au mois de mars, avec la maison Jean Monnet. Et là, j'ai vu un retraité député anglais qui est venu et qui a tenu à venir parce qu'il était contre le Brexit et pour lui, l'Europe, c'est très important. C'est-à-dire même les gens qui se sont retirés, les Anglais, un grand nombre sont vraiment très tristes de ça parce que pour eux, il y a un enjeu, il y a une civilisationnelle qui fait, et par rapport à la mondialisation, nous avons la Chine, les Américains et tout, et moi je le vois par rapport au numérique, on est obligé d'être européen. Et je donne un exemple dans le cadre du numérique. Ben, aujourd'hui, la société ACML qui fait les produits de semi-conducteurs, qui fabrique le grand équipement, qui a presque 100% du marché, parce que c'est elle qui a ces machines que les Allemands, les Chinois veulent, que les Américains veulent. Ben, aujourd'hui, Christophe Fouquet, qui est français, qui est à cette tête. Et il est aux Pays-Bas. C'est un patron européen qui est d'origine française. Et il faut qu'on réfléchisse parce que l'enfermement peut nous amener vers des situations très compliquées. Alors Nidam, moi je crois que tu as raison, hein, je suis sur ta ligne, mais je crois que les élections européennes, elles sont passées. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est dans certains cas l'alliance de la carpe et du lapin, hein, des anti-européens profonds et des pro-européens, et ça dans tous les camps. Donc aujourd'hui, la phase actuelle des élections là, qui se joue en ce moment, c'est le partage du gâteau. Les uns et les autres, je pense, sont en train d'essayer d'avoir une circonscription. Et on voit bien jusqu'où certains peuvent aller en termes de compromission ou en termes de contradiction. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde politique est un peu déphasé par rapport aux gens qui votent. Je crois qu'il y a un écart et que le travail qu'ils vont devoir faire une fois que les magouilles, c'est un mot sans doute trop violent, hein, que je n'aurais pas dû prononcer, mais on appelle ça des négociations. Hein, des uns et des autres auront abouti, les choses seront claires. Quand on saura à Rambouillet qui
étant face à Aurore Berger, on pourra poser des questions précises sur la politique. Et à ce moment-là, s'il ne se rapproche pas de ce que les gens veulent, vraiment, et pas les politiques. Moi, je crois qu'il y a un écart entre ce que croient les politiques, ce que véhiculent les politiques, et ce que leurs électeurs pensent et voudraient. Donc je crois qu'il y a un gap et que un des enjeux de ces élections, ça va être de clarifier ce gap. Donc aujourd'hui, la presse fait comme si tout était joué, quoi. On a même le nom des premiers ministres, mais c'est fou quand même. C'est pas on se proclame pas candidat Premier ministre, quoi. C'est le président de la République qui a encore ce choix-là. Et il faut que les gens votent avant. Donc là, ils sont en train de nous faire l'élection comme si tout était fait. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il va falloir qu'ils écoutent peut-être un peu plus les gens qui vont voter. Et surtout, les gens qui votent pas et qui s'intéressent aux jeunes. Les jeunes, ils votent pas. Ils n'ont pas voté aux européennes. N'ont plus confiance dans l'humain. Bah, et oui. d'ailleurs, en Grande-Bretagne, il y a eu le premier candidat intelligence artificielle. Ah oui. Ah oui. Ça y est. Donc les propositions sont complètement réfléchies par l'intelligence artificielle. Et, par rapport à ce que veulent les gens ou pas? Et il y a un représentant qui sera là pour aller voter. Parce que ça, l'intelligence ne peut pas physiquement être là. Donc, il a son avatar humain d'accord. qui va aller voter pour lui au Parlement. Ah, d'accord. Donc ça y est, on y est et on commence à tâter l'intelligence artificielle pour gouverner. Et pour moi, c'est quelque chose qui est c'est peut-être pas idiot. Envisageable à partir du moment où on garde... De toute manière, toutes les aides, quelles qu'elles soient, qui pourront aider nos politiques à écouter un peu plus leurs électeurs, à répondre un peu plus à leurs angoisses, à leurs difficultés de vivre, parce qu'on ne peut pas le nier quand même. Alors, ils savent ce que les électeurs veulent. C'est ce qu'on leur promet à toutes les élections. Le problème, c'est qu'après, on a un système qui est un petit peu biaisé, où l'opposition est par principe contre, et donc la majorité, de toute façon, ne peut pas faire passer ce qu'elle a promis aux élections. Et aujourd'hui, c'est un problème de la Ve République. C'est ce blocage permanent qui nous fait prendre du retard sur tout. Alors, moi, je voulais d'abord répondre à Philippe sur la question de la presse. La presse, si aujourd'hui elle joue plus un rôle où elle devient un peu partisane, et notamment ce que tu dis, qu'elle a déjà fait les élections, je pense qu'elle a un problème, c'est qu'elle ne s'est pas bien adaptée encore au numérique et qu'elle est aujourd'hui dans une position de manque de moyens qui lui permettent de donner du temps à ces journalistes bien formés, notamment les politiques, pour qu'ils prennent le temps afin de travailler, d'enquêter, d'aller faire des reportages. Il y a beaucoup de journaux aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de mettre 3-4 personnes pour sillonner la France, par exemple, avant les élections et faire des vrais articles, des portraits, des reportages pour faire remonter le sentiment de la population qui vote et tout ça. Ça, c'est le premier problème qu'elle a. Le deuxième problème, c'est qu'on a eu en 2017 un mouvement, je le citerai, qui est En Marche, qui d'un coup a décloisonné les questions de positionnement politique. Droite-gauche, ça a volé un peu en éclats. Et je pense que maintenant, on en paye un peu le prix. Pourquoi ? Parce que moi, je me rappelle à l'époque, et je crois dans les Échos, j'avais fait un article en expliquant que Macron, brillant, candidat à la présidentielle, il avait un souci au niveau de la Ve République, c'est que au contraire des présidents précédents, il n'a jamais été un élu local. Il n'a jamais connu le terrain, que ça soit municipal, départemental, intercommunalité. Et j'ai dit à l'époque, ça, il faut faire très attention. Bon, aujourd'hui, on en est là. Moi, je pense qu'il y a obligation, malgré les différences, que les groupes se réunissent. Parce que si on bascule vers l'extrême droite,
Je ne suis pas certain qu'en termes économiques, qu'en termes sociétal, la France s'en sortira mieux. Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'on voit, on se focalise beaucoup sur les retombées locales, nationales, mais c'est des élections qui vont aussi avoir des retombées internationales. Et finalement, être une Europe tout le temps, être l'Europe forte, être l'euro fort, est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui à tenir pour nous? Faut pas oublier que Macron, c'est, comme on dit, le commercial de la France, comme tous les présidents. Et qu'avec un euro qui se casse un petit peu la figure, on a en face des devises qui deviennent plus fortes et des pays pour lesquels ça devient plus intéressant de venir investir en France. Donc dans sa quête de recherche d'investissement, aujourd'hui on a vu récemment au sommet de Versailles, il cherche à faire venir ces investissements étrangers. Et en mettant un petit peu le chantier dans l'Europe et dans la France, en faisant de nous une devise un petit peu moins forte, ça favorise Oui, mais l'arrivée des investissements. Je comprends, mais aussi il faut voir quelque chose, c'est qu'on a actuellement des pôles au niveau planétaire qui se réunissent, des pays qui ont des intérêts. Il y a les BRICS, il y a les pays du sud-est asiatique, il y a en Afrique l'Afrique de l'Ouest et tout ça, l'Amérique latine. Et nous, on ne peut pas à ce moment-là affaiblir l'Europe. C'est pas vraiment de l'affaiblissement. On tremble un petit peu. On n'est pas encore. Il faut faire très attention. Au contraire, on va dans une remise en question qui peut nous consolider. Par rapport à ça, les élections jusqu'à maintenant en France, comment dire, on était franco-français. Mais on voit, et je crois que tu as raison de le souligner, l'influence étrangère qui se manifeste. Et on voit comment la Russie, en particulier, on voit comment la Chine essaye d'influencer. On parlait des jeunes. L'élection des jeunes va se faire en partie sur TikTok. Aujourd'hui, M. Bardella, il a 1 400 000 abonnés et plus de 4 millions de suiveurs sur TikTok. C'est quand même extraordinaire. Donc la jeunesse, comment dire, elle va suivre ces élections. J'espère qu'elle va participer un peu plus. Mais tu as raison, le numérique, la manière de s'informer, par exemple, les jeunes, ils ne s'informent pas avec TF1. C'est fini. Ils s'informent sur les réseaux sociaux. Et tu sais encore mieux que moi, parce que tu en es un spécialiste, quelle bêtise, quelle fake news, la plus grosse bêtise devient vérité absolue et repartagée dans les 10 secondes par des billions de personnes. Et ça va, moi je crois qu'on va vivre une élection où il va falloir des gens qui aident les plus jeunes, les plus âgés aussi, à s'y retrouver entre la vérité et l'influence. Et je crois que ça va être un des éléments de la campagne. Voilà, et puis moi qui va dans les salons, là j'étais il y a 15 jours au salon des maires d'Île-de-France et tout, je pense en France, moi qui observe au niveau numérique, on a un problème, c'est l'étanchéité entre le monde scientifique universitaire et le monde des entreprises, des collectivités territoriales. Je vais donner un exemple. Là, j'ai fait un article pour Territorial Challenge cette semaine sur un consortium qui s'est créé entre 3 universités. L'université de Deusto à Bilbao, basque, l'université de Rotterdam, hollandaise, et puis l'université de Łódź en Pologne. Et les chercheurs de ces 3 universitaires ont créé un petit consortium pour travailler sur l'intelligence artificielle appliquée aux besoins des gens vulnérables. Voilà. Et nous avons 3 cultures différentes, scientifiques, qui se sont réunies. Pour moi, ça, c'est une richesse européenne. Et puis, quand on regarde la liste
c'est un financement européen et quand on regarde la liste des universités, des 10 universités qui ont été choisies, ils ont été choisis pourquoi? Parce que c'est des universités dans des bassins industriels. Bilbao, Rotterdam, Port, Łódź, ancien pôle industriel polonais et tout ça. Et il y a 7 autres villes. Et là, il n'y a pas une ville française. Et pour moi, ça, il faut qu'on rectifie sur ce point. Parce que nous, on réfléchit sur notre territoire. On a peut-être d'autres partenariats. Oui, mais... je crois qu'aujourd'hui, toutes les universités ont des partenariats. Si demain, une collectivité ou une intercommunalité des Yvelines me présente des projets qu'elle a avec l'université, notre grande université de Saint-Quentin en Yvelines, moi, il n'y a pas de souci. Quand je lis la plaquette de Saint-Quentin en Yvelines où le directeur de l'université explique comment en interne il y a tout un travail qui est fait par rapport aux questions du développement des technologies dans les territoires et tout, mais au fait, est-ce qu'il a une relation forte avec des maires de notre département. Pour moi, c'est ça d'abord un des problèmes qu'il faut qu'on règle, parce que malheureusement, nous sommes connus comme étant un pays rentier capitaliste, qu'un pays qui a ses interactions comme dans les pays germaniques ou anglo-saxons. Et c'est là pour la jeunesse où il faut réfléchir, parce que cette jeunesse, elle va dans les universités, dans notre territoire, mais il faut que nos élus, nos décideurs politiques essayent de comprendre et d'en faire une richesse pour développer des solutions et tout ça. Et je ne vous cache pas, moi, je ne vais pas le citer, j'ai vu un jour un élu qui dirige une intercommunalité. Je lui dis, mais attendez, la première chose peut-être qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous cartographiez tout ce que vous avez comme potentiel scientifique dans votre territoire, puisque nous avons des gens qui habitent ici et qui vont travailler à la défense ou dans les grandes entreprises. Et si vous cartographiez ces gens-là qui peuvent réfléchir, apporter de la richesse en solutions et tout, là vous tirez vers le haut le territoire. Voilà. Et encore, on a de la chance parce que je crois que Saint-Quentin, c'est un territoire qui est vraiment porté sur les nouvelles technologies depuis longtemps et qu'on donne vraiment la chance à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles façons de penser, de créer. Ce qui n'est pas le cas partout en France. C'est difficile d'instaurer cette ouverture parce que c'est un vrai risque pour les localités. Enfin, un risque. Pour les élus de se lancer dans cette nouvelle aventure. Et il faut arriver à faire passer ça maintenant comme une opportunité. Mais je crois que c'est vraiment vers la population et vers le grand public aujourd'hui qu'il faut communiquer. Il faut que la demande vienne d'eux. Alors bon, on parle beaucoup de Saint-Quentin, qui est vraiment dans notre territoire la ville, je dirais. Hein. On peut considérer qu'on est dans la partie la plus ville du territoire du Sud-Yvelines et de la proximité rurale. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à 28 Mag, mais je crois qu'elles sont en train de faire des photos. Est-ce que 28 Mag... On a oublié dans notre presse. Oui. Est-ce que 28... Jean-Pierre essaye de nous faire des signes depuis tout à l'heure en remettant Est-ce que 28 journaux, Mag, puisqu'on revient à la revue de presse, a prévu d'intervenir d'une manière ou d'une autre au niveau de ces élections territoriales, régionales, enfin? Alors, pour le moment, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Alors moi, personnellement, on va dire que je suis mal placée parce que c'est ce que je disais à Jean-Pierre quand on a évoqué les sujets. Moi, je pense en tant que citoyenne, donc par rapport à mes besoins et en tant que Française, alors même si je suis... voilà, je sais qu'il y a l'Europe et tout, mais là-dessus, je ne suis pas du tout la bonne intervenante. Parce que c'est vrai que j'ai ma façon de penser. Oui. Voilà. Et la question politique, on va dire, par rapport aux élus, et on va dire que je m'y intéresse
pas pour D'accord. voilà, Votre support. voilà, notre Bon. support. On se veut justement, on veut promouvoir un peu tout et pas rentrer dans la politique. Voilà. D'accord. Et tu veux que je mette comme ça? Oui, justement, c'était pour poser une question, j'en profitais. Il y a Antoine sur YouTube qui lui posait la question, qui a peut-être un peu un rapport avec ton propos. Il disait l'abstention. Est-ce que justement précipiter des élections juste après les européennes ne va pas peut-être favoriser encore l'abstention? Alors, alors là-dessus, c'est vrai que le souci, je pense que c'est ce qu'on en évoquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ceux qui s'abstiennent, en fait, on n'en tient pas compte. 50%. Bah oui, et 50%. c'est vrai que je pense que, voilà, moi, j'avoue, j'ai pas voté pendant de nombreuses années parce que rien ne me correspondait, parce qu'après, en tant que citoyen, on va dire, et c'est vrai qu'il faudrait peut-être prendre en considération C'est le premier bloc. les personnes qui justement ne se prononcent pas. Eh et oui. souvent, on m'a dit, oui, tu n'es pas une bonne citoyenne parce que tu Voilà. votes pas. Voilà. Mais en fait, c'est peut-être parce qu'en fait, rien ne correspond. C'est comme si on va... alors, je vais être un peu grossière, mais dire, on va dans un supermarché et au final, il n'y a rien qui nous correspond, on n'achète pas. Et pourtant, on aimerait être consommateur. Et voilà. Oui, c'est la culpabilisation. Mais c'est vrai que, bon, c'est un devoir citoyen que de Oui. voter. Bon. Et il y a quand même un nombre important de gens qui ne votent pas. Alors, ça dépend quelles élections. Et les législatives font partie des élections qui mobilisent quand même un peu plus d'électeurs. Et je crois que la notion de bloc ne joue pas, c'est pas des additions, les électeurs d'une circonscription. Tout joue. Il y a les idées politiques, mais il y a surtout la personnalité de la personne. Il y a la personnalité qui joue un rôle prépondérant. C'est-à-dire que bien sûr, on vote pour des idées, ceux qui votent générales, mais on vote aussi pour des affinités personnelles, pour reconnaître le travail qui a été fait, pour des influences. Et dans le Sud-Yvelines, on connaît bien le jeu des influences politiques. Et on voit qu'elles sont variées, hein, de Gérard Larcher, qui est président du Sénat, à Aurore Berger, qui est, même si son origine est sans doute plus proche de Larcher que de la gauche ultra, hein, bien sûr, mais c'est quand même des grands écarts. Et ce sont les mêmes électeurs qui, peut-être à un moment, ont voté pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est plus complexe que ça. Quant aux jeunes et aux abstentionnistes, eh ben, c'est pas les invectives qui les amèneront à voter. C'est pas les insultes, c'est pas les outrances, c'est les projets. Et pour faire des projets qui amènent des gens à un peu plus voter, eh ben, il faut des vraies propositions, aussi bien locales que régionales que nationales, et reconnaître que les gens aspirent à certaines choses, à un meilleur logement, à une meilleure vie, à pouvoir se nourrir. On voit la progression de la malbouffe. Enfin, il y a quand même, dans ce pays, ça serait idiot quelque camp qu'on soit, il y a des souffrances chez des gens. Il y a eu les gilets jaunes. Il y a quand même eu des gens qui se sont manifestés autrement que par les urnes. Et ces gens-là, on ne les retrouve pas dans les urnes suffisamment présents. Donc, je ne sais pas comment faire, hein, je n'ai pas de conseils à leur donner, mais pour moi, le bloc auquel il faut s'intéresser le plus, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit du centre, surtout si on est du centre, parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de travail à faire, à mon avis, de mobilisation. Hein. Ça va être très, très, très dur. Je crois qu'il faut que ces gens-là trouvent envie d'aller se déplacer. Tu as raison, c'est l'été, on en a parlé tout à l'heure, quoi. Le jour des vacances. Le jour des vacances. C'est le calendrier, le deuxième tour. Bon, voilà, ça sera le jour du départ en vacances scolaires. Alors, les demandes de procuration explosent. C'est un bon signe. Mais il va pas falloir que ça explose. Il va falloir que ça surexplose. Parce que les gens, entre partir en vacances et voter, quand on voit le niveau d'abstention, moi je crois qu'ils vont partir en vacances. Donc, si on ne sort pas des invectives, extrême droite, extrême gauche, moi j'ai vécu 81, c'était les chars à Moscou.
Moi, j'ai vécu les chars à Moscou. On nous annonçait qu'avec M. Mitterrand, le lendemain matin, les chars de l'armée russe seraient place de la Concorde. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que les extrêmes, moi, j'en veux pas. Ça, c'est clair. Je crois que la solution, elle est ailleurs. Je crois que il ne faut pas que la France tombe dans quelque extrême que ce soit, mais c'est aux politiques de faire aussi, de reconnaître que si on en est arrivé là, c'est que peut-être on n'a pas assez écouté ce dont ont besoin les gens et surtout ce dont ont besoin les gens qui ne votent pas. On a chacun nos idées. Je veux dire, à 90%, le vote, il est fixé. Donc, c'est les indécis et les abstentionnistes qu'il va falloir convaincre d'aller voter. Et pour ça, je crois qu'il faut un petit peu qu'ils soient plus sur les projets, sur les programmes, sur des choses dont les gens aient besoin, qu'ils écoutent au plus près les demandes des électeurs pour faire de ces élections autre chose qu'un grand guignol, comme ce qu'on est en train de... Il faut bien dire que le début de la campagne, c'est grand guignolesque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On s'approche de l'heure de direct. Je vous propose de conclure ce 10-30 qui est devenu un 10-60 dans les 5 minutes qui viennent. Je vous laisse le on soin. a peut-être deux choses à parler. Oh, peut-être 2-3 choses. Ah, vas-y. Non, je voulais un point sur les deux. Quelle politique pour quelle population? Et je vais prendre l'exemple de la photo qui vous intéresse. Moi, j'ai remarqué, après le Covid, d'un coup, nous avons des initiatives dans le cadre de la photo. Vous en avez chez vous, hein, dans le 28. Nous, au Ménul, on a une fille avec son mari qui est arrivée juste au moment du Covid. Et elle dit que, alors elle est photographe, et elle dit que elle s'est posé beaucoup de questions. À quoi elle doit servir dans le territoire où elle est arrivée. C'est la première fois qu'elle sort de Paris et tout. Et là, elle s'est lancée dans un festival de photos qu'elle a créé au Ménul et même dans d'autres villages, à Clairefontaine, à Galuy et tout. Et c'est d'une qualité internationale, hein. C'est très intéressant, des photographes qui viennent du monde entier, qui exposent. Il y a 15 jours, elle nous a fait un débat autour de c'est quoi les photographes de guerre. Et il y avait 3 témoignages. Voilà. Et moi, je pense que les politiques aujourd'hui doivent réfléchir comment ils doivent accompagner cette nouvelle population dont vous faites partie, qui prennent ces initiatives de créer des festivals, de créer de l'activité culturelle. Et par mon expérience de journaliste dans les années 80 et tout, j'étais à Libération à l'époque, là où un politique et un acteur culturel se sont réunis et ont fait des choses vraiment intéressantes ensemble, c'est là où il y a eu vraiment une valorisation du territoire. Angoulême, Festival de la bande dessinée, tout ça. Voilà. Alors moi j'ai une question, c'est qui votre interlocuteur politique par rapport à votre initiative? Alors, moi, c'est surtout David qui a plus d'interlocuteurs, parce que moi je vais être plus derrière en tant que présidente et m'occuper de plus du côté administratif. Donc, David, viens répondre à ta question. Bah si, allez, tu vois, il veut. Voilà, il me laisse. Bon, on a bien compris que pour l'instant, 28 bagues n'était pas sur le volet non, politique. en fait, on est nous. C'est pas non, votre positionnement. En fait, on va répondre aux demandes qu'on nous fait. Donc voilà, là on a la Comcom des Portes Auraliennes qui nous demande. Alors là, ça va être plus sur notre société de photographie, parce qu'en fait, nous sur notre photographie, on est spécialisé dans la photographie d'entreprise et on parle des différentes photos. Et souvent, cette photographie-là est complètement méconnue parce qu'un photographe, c'est celui qui expose. Mais effectivement, à la base, il y a d'autres photographes que le photographe qui expose, voilà. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu faire avec l'association, c'est
en fait une partie de notre société qui est spécialisée dans la communication d'entreprise. Et donc, je perds mon fil. Mais c'est donc mettre en valeur les acteurs locaux. Alors, en fait, par rapport aux politiques, ils viennent, comme je parlais de la communauté de communes des Portes Auréliennes, passe pas par notre association, passe par notre société de photographie. Donc là où on fait photos, vidéos de leurs événements et autres, on fait la couverture. Et après, effectivement, avec l'association, ça va être plus de la photographie de reportage. Et donc tout ce qui va être effectivement couvrir les événements locaux. Et après, surtout, faire des reportages en fait pour les petites sociétés sur leur métier. Et c'est de faire découvrir à travers la photographie comment, par exemple, un artisan d'art va travailler. Voilà. Donc à la base, on fait pas. C'est vrai qu'on fait pas. Quand on fait de l'événementiel, nous, c'est la couverture en fait. Par exemple, d'une société ou d'une association qui va faire un événement, et on fait pas. Très bien. Voilà. Bon, à propos d'événements, peut-être pour clôturer cette session. Oui, tout deux événements particuliers. Je te laisse présenter Après le Brame, puisque oui, alors je ne connais pas cette pièce. Alors Après le Brame est une pièce de Michel Sebal qui a été créée lors du 8e Festi-Photo de Rambouillet au mois de septembre. La première a été faite à la Bergerie Nationale et depuis, cette pièce vit sa vie. Et donc, la prochaine représentation aura lieu le samedi. Non ? Dimanche. Ah, c'est dimanche, oui, c'est dimanche. Tu vois, et oui, c'est demain. Demain à 17h au Courbouillon, qui est le café associatif de Rambouillet. Complètement, et c'est la dernière représentation, c'est la dernière chance que vous ayez effectivement de voir cette superbe pièce qui a été jouée la première fois à la Bergerie Nationale. C'est ça. Alors le Courbouillon, c'est un café associatif qui se situe aux anciennes usines Philips de Rambouillet, pour les gens du territoire qui connaissent un petit peu. Actuellement, c'est comment s'appelle ce lieu, je suis en train de chercher le lieu. Oui, mais de Philips, c'est plus Philips, c'est Continental, voilà, c'est ça. La radiotechnique Continental, donc les grandes usines qui aujourd'hui sont peuplées par tout un tas de mini-entreprises. Et donc le Courbouillon sont les anciennes cantines. Et c'est derrière, c'est un café un peu à l'allemande. Tu sais, des cafés multiculturels et multigénérationnels où on rencontre des petits dans des poussettes, des jeunes qui viennent faire la fête et puis des vieux 68 arts qui viennent refaire le monde. Donc c'est un café associatif. Et dans ce lieu-là, donc il y a un espace théâtral. Et donc Michel Sebal, qui est aussi chroniqueuse théâtre sur Total Impro, qu'on connaît bien, demain à 17h, je pense qu'il reste quelques places. Il faut aller sur le site du Courbouillon et s'inscrire. Et oui, et nous avons aussi un festival de musique ancienne en Vallée de Chevreuse, le festival Cave aux Arts. C'est du 7 au 16 juin 2024. Et un opéra. Et voilà. Et aujourd'hui, il ne faut pas le louper, samedi 15 juin à 21h au domaine de Dampierre en Yvelines, on a l'opéra Britannico. Donc vraiment, c'est exceptionnel. Et pour la pièce qui est jouée et pour l'endroit où c'est joué. Vraiment, il faut pas le louper. Et si je peux me permettre, le château de Dampierre, on parle aussi de Versailles. J'ai vu ça dans Paris Match. Oui. Des petits nouveaux qui commencent à monter, c'est R. Oui. Ils sont versaillais. Donc c'est Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel qui reviennent sur leur premier album Moon Safari, qui a fait un carton. Moi, c'est mon préféré. Et qui le rejouent, là, qui refont une tournée internationale pour rejouer cet album. Donc voilà, un petit clin d'œil local. Un petit clin d'œil aussi à la disparition de Françoise Hardy. Je ne sais pas si ça vous a touché.
son fils a mis... Ouais. Alors déjà, la Nidam, on ne l'entend pas parce qu'il n'a pas de micro. Et surtout, je vais vous dire, on a une petite contrainte technique, on risque d'être coupé automatiquement par YouTube dans quelques minutes. Si c'est le cas, je vous le signalerai et puis on consacrera une petite pause très courte et je vous relancerai sur la session. Ok ? Oui, alors Thomas a mis une photo, très belle photo, bébé avec sa mère, en disant maman est partie. Et c'est très émouvant. C'est-à-dire... c'est une dame qui a marqué notre imaginaire musical et du bonheur. Ouais. Et ça, c'est la France. Écoute, mondialement, un style, une manière d'être et tout ça. Et bien sûr, et un mari qu'on n'a pas vu. Et un fils, un fils, Thomas. Qui est ouvert puisqu'il est dans la musique manouche, tout ça. Voilà. Mais je me suis aperçu, moi, je ne sais pas toi, mais... que je connaissais encore par cœur certaines chansons. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des chansons. Mais il se trouve que je me suis étonné dans ma tête de me chanter pratiquement par cœur 2 ou 3 chansons de Françoise Hardy, quoi. Et je me suis... À quel point ça m'a touché, sa disparition. Et à quel point, dans le monde entier, et par les plus grands musiciens, elle était reconnue comme une artiste, non pas des yéyés, mais comme une vraie artiste à des niveaux, David Bowie, etc., quoi. Elle a vraiment marqué le monde de la culture. Tout à fait. Et elle a, elle a fait passer la chanson française à une autre étape. Et une femme d'une beauté. Enfin, je veux dire, toutes les photos qu'on peut voir à n'importe quel âge de sa vie, c'est la beauté féminine et des croyances, des valeurs. Enfin, elle a vraiment eu une vie et puis des contacts avec tout le milieu musical, le milieu artistique. Elle était reconnue des plus grands, des musiques. Ah oui, des musiques, des textes. Alors quand on réécoute les textes, surtout sur la mort, surtout sur les relations familiales et comment quitter des gens qu'on aime. Elle a écrit une chanson pour son fils qui est absolument déchirante. Moi, ça m'a touché profondément. Bon, voilà l'hommage que je voulais rendre à Françoise Hardy, que nous avons rendu ensemble. Alors, nous allons finir cette émission par 2 chroniques. La chronique numérique de Nidam. Et puis, on va parler de 28 Mag en détail. Mais avant ça, je vous rappelle que nos prochains rendez-vous seront des rendez-vous plus politiques, puisque nous avons décidé, comme je vous le disais précédemment, de prendre contact dans les 4 circonscriptions que nous allons couvrir, avec les candidats, tous les candidats, puisque nous ne sommes pas une radio politique, mais nous prétendons être une radio qui a un rôle civique, pluriel, et que localement, on en parlait tout à l'heure, c'est important d'informer les gens et surtout d'amener les gens à voter, quoi. Et on va faire un travail pour que les gens sachent s'ils ont envie d'aller voter et donner aux candidats l'envie de donner aux gens d'aller voter. Je crois que ça va être ça la mission qu'il va falloir qu'on mène. Alors les invitations, dès que les candidatures seront connues, et elles vont l'être dans les jours qui viennent, là, très bientôt, nous allons lancer pour ce premier tour des invitations à absolument tous les candidats et nous pourrons les aider, enfin les interviewer de façon non partisane, bien sûr, puisque Total Impro est un média ouvert et non partisan. Et donc, nous allons inviter absolument tout le monde, tous les candidats à venir répondre à nos questions pour éclairer leurs électeurs. Ah, je confirme absolument. Total Impro 2.0, un média pluriel. Et je tiens à cette indépendance de point de vue. Tous les courants politiques sont bien sûr les bienvenus à nos émissions. Et en particulier lors des élections, lors des streams spéciaux électoraux que nous allons faire effectivement dans les prochains jours. Alors après, au second tour, comme on l'avait fait lors des dernières élections, on essaiera de faire un débat avec les gens qui seront qualifiés. Mais dans ce premier tour, c'est absolument tous les candidats qui recevront
une invitation de Total Impro. Donc je les invite dès à présent à prendre contact avec nous. On est présent sur Internet pour s'inscrire et programmer leur participation. Oui, petite spécificité, l'invitation se fera d'une façon publique et via les réseaux sociaux. De la même façon que nous avons effectivement pu procéder en 2022 lors des législatives. Ça signifie qu'on ne va pas décrocher notre téléphone pour appeler chacun des candidats. Ça se fera exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a certains partis qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas d'être présents sur les réseaux sociaux. Ça, quelque part, ça les écarte effectivement de l'invitation. Mais si vous entendez cette invitation, n'hésitez pas à relayer à tous les partis, à ceux effectivement, avec lesquels vous avez des affinités, et invitez-les à prendre contact avec nous. Bien, je crois qu'on va pouvoir passer aux deux dernières chroniques. Et oui, Nidam, pour merci. notre chronique numérique, on a déjà Voilà. pas mal On a déjà parlé pas mal parlé. de l'environnement numérique. Merci. Jean-Philippe, À très bientôt. merci à toi. Merci à toi. À très bientôt, bon week-end. Oui, merci aux auditeurs, à bientôt. Et potasse bien tout ton beau teint politique. Je crois que vous allez avoir du travail. Voilà. Écoutez, je reste à votre disposition pour vos questions. Voilà, je crois qu'il nous reste 1 heure pour égayer cette matinée en présence de Jean-Pierre, de Caroline Nidam. Alors, le numérique, on a commencé à en parler, une dimension qui va je crois, du plus personnel à la dimension la plus mondiale et globale, et voire même Tout à fait. interplanétaire. Alors moi, je ne sais pas si j'ai raconté déjà dans une des chroniques comment j'en suis arrivé là. C'est que moi, je viens de la presse. Et ce qui s'est passé, c'est que le hasard, j'ai dirigé un groupe de presse de la filière électrique en 2009, 2010, 2011. Et c'est là où j'ai vu l'impact du numérique sur l'industrie électrique, de l'énergie. Et là, j'ai pris la mesure du fait qu'il fallait peut-être traiter une information au niveau international pour la donner à des acteurs, notamment les collectivités territoriales, pour qu'ils voient ce qui se fait au niveau international dans les moyennes, petites, grandes villes, régions. Voilà. Je crois que le partage d'informations, c'est la clé aujourd'hui. Et actuellement, bien sûr, je fais cette activité depuis 2011. J'ai un site qui fonctionne par abonnement. Et actuellement, il y a 3 sujets qui sont très importants. C'est la question de la cybersécurité. Les collectivités sont de plus en plus attaquées. Moi, par exemple, je suis même depuis 2017, je suis la politique de la cybersécurité du gouvernement ukrainien, qui sont très en avance parce qu'ils ont des problèmes avec la Russie qui datent déjà depuis 2014, à l'époque quand il y a eu les premiers problèmes, notamment au niveau attaque sur des centrales énergétiques, électriques. Ce qui fait que les Ukrainiens se sont préparés depuis un moment à ça. Et puis il y a une chose qu'on oublie par rapport aux pays de l'Est, c'est aussi des grands pays de scientifiques, de mathématiques et tout. Et les Ukrainiens, c'est un pays qui était très en avance sur la question du numérique. Avant la guerre, jusqu'à la guerre, souvent même des entreprises européennes faisaient appel à des développeurs, à des techniciens ukrainiens parce qu'ils sont très compétents. Et ce qui fait que sur la cybersécurité, il y a une montée en gamme. Ils travaillent beaucoup avec des polices de la cybersécurité européenne, notamment ils travaillent avec les Anglais, avec les Suédois. Et ce qui est intéressant par rapport à nous, c'est qu'ils ont commencé à former des agents territoriaux, des fonctionnaires territoriaux bien en avant. Et nous, c'est un des talons d'Achille encore de nos collectivités territoriales, de nos mairies, de nos départements, enfin régions, administrations territoriales. C'est que souvent, on a des fonctionnaires, des agents territoriaux qui travaillent et qui n'ont pas encore été formés. Et ce qui fait que... À votre avis, c'est de l'inconscience ou un manque de moyens ?
Je pense qu'il y a encore une culture qui n'a pas été Parce que quand même, on commence à être oui, à savoir voilà. qu'il faut protéger ces données. Je dis pas que ça se fait pas déjà, ça commence, mais c'est pas à l'échelle qu'on peut voir ailleurs. Et surtout que, et Jean-Pierre qui connaît très bien ce sujet, surtout que la cybercriminalité joue souvent sur le manque de connaissances humaines sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et on dit souvent plus de 80 à 90% des cyberattaques sont dues au fait qu'il y a un facteur humain qui a fait une erreur, qui a ouvert un email ou voilà. Voilà. Ce qui fait que de ce point de vue-là, il y a tout un travail dans nos collectivités, notamment ici dans la région, tout un travail à faire. Et moi, mon rôle, c'est de donner des informations de ce que font les autres, que ce soit les Ukrainiens, mais aussi les autres polices de la cybersécurité européenne ou au niveau international. Et pour exemple, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une interview d'un fonctionnaire territorial texan-américain qui avait une expérience de l'électronique sur la Silicon Valley en Californie et puis qui a travaillé dans l'intelligence américaine. Voilà, quelqu'un de très grand expert. Et c'est très intéressant. Il m'a raconté un jour, il a dit, moi, je ne veux pas continuer à faire des startups, à gagner de l'argent. Je veux retourner vivre dans le territoire où je suis né, où ma famille. Il est retourné au Texas et il a dit, je voulais jouer un rôle pour les citoyens. Et il est devenu fonctionnaire DSI, c'est-à-dire directeur de système d'informatique et d'information, d'une petite ville qui s'appelle Seguin, de 30 000 habitants. Et ce monsieur a fait en 3-4 ans de cette petite ville un exemple de bonne pratique reconnue aux États-Unis sur la cybersécurité. En faisant quoi? En formant tous les fonctionnaires, employés de la mairie. Il m'a raconté, c'est qu'il n'y a pas un fonctionnaire qui est embauché qui ne passe pas d'abord par son service pour être formé. C'est important. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut que nous, ici, on prenne en compte, surtout quand ça peut toucher à des enjeux vitaux comme les hôpitaux. Voilà, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel je travaille, c'est l'intelligence artificielle appliquée au territoire. J'ai donné l'exemple de ce groupement entre universités, Pays Basque, Bilbao, Rotterdam et tout ça, travailler sur l'intelligence artificielle pour les gens vulnérables et tout. Il y a d'autres exemples en Catalogne, en Espagne, mais aussi en Italie et tout. Et moi, je fais une veille par rapport à ce qu'on appelle des politiques publiques appliquées au numérique pour les collectivités, c'est-à-dire ce que font les collectivités, le développement des politiques publiques. Et ça aussi, on est encore un peu en retard, c'est-à-dire de réfléchir, de faire un cahier des charges, de faire un travail dans des régions sur c'est quoi une politique publique pour mon département sur ces questions-là. C'est très important. Il y a d'autres pays où il y a des initiatives. Je vais revenir sur la question de, par exemple, entre industrie et intelligence artificielle. Il y a l'exemple d'une université en Argentine qui s'appelle Mendoza. C'est une ville moyenne et son université, ils ont des universitaires, notamment une dame, qui a fait des initiatives de former des fonctionnaires de l'administration territoriale à ce que c'est l'industrie du futur, pour qu'ils aient, par rapport au développement du territoire, des connaissances sur ce secteur-là, parce qu'on est en train de passer à un autre paradigme de l'industrie, où il n'y a plus d'usines, il y a des usines avec des robots. Ça change complètement par rapport aux salariés qu'on peut avoir sur son territoire. Ce ne sont plus les mêmes. Et ça, les collectivités, ils doivent quand même avoir des connaissances. Et puis pour les politiques publiques, là je fais un article
J'ai parlé tout à l'heure d'Alan Turing, qui est un peu le père de l'intelligence artificielle, scientifique anglais. Mais il y a un institut à Londres qui porte son nom, qui a des campus en Angleterre, et ils ont un département dédié aux politiques publiques de l'intelligence artificielle. Et je vais faire un article pour présenter ce sujet. Sinon, je traite aussi Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez allé au Salon des maires. Je vais à la MIF, Est-ce que sur ce salon, vous voyez que dans les stands qui sont présentés, les maires ont accès plus facilement aujourd'hui à ce type de programme ou de conseil Nous sommes un pays où l'élu souvent s'appuie sur son DGS, son directeur général des services et tout, et ce qui fait que c'est eux qui font le travail. On est un pays de fonctionnaires, on fonctionne par silo. Dans le cadre de la formation, moi je travaille avec le CNFPT en France. On a un centre qui s'appelle le Centre national de la fonction territoriale. Il y a un budget qui vient des collectivités territoriales et toute la formation des agents territoriaux est centralisée là. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Quand on voit dans d'autres pays, les Allemands, les Landes, chaque région, ils ont des ministres de l'économie, tout ça. Et ils peuvent faire des initiatives que nous, on a un système pyramidal. Des fois, ça peut bloquer les choses, ce qui fait que c'est vrai qu'on a des élus qui n'ont pas, en tout cas en Île-de-France, pris la mesure dans leur totalité. Vous avez des fois des maires qui eux-mêmes sont du domaine. Je prends l'exemple du maire de Saint-Ouen. Avant de devenir maire, il était dans la cybersécurité et l'entreprise. Ça, c'est un avantage des fois, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment généralisé, quoi. Et surtout pour une région comme l'Île-de-France, qui est quand même en termes économiques la première région européenne, hein, en termes, ça pose encore, il y a des soucis encore, voilà. Et puis, vous ne pensez pas que les gens ont déjà ont dû s'adapter à une première révolution numérique hein, dans les années 2000, 95-2000, on est déjà passé à l'ère d'Internet. Et est-ce que là, l'idée de refaire une nouvelle révolution numérique, ça les effraie pas un peu Est-ce qu'ils ont envie de faire l'effort ? On ne peut pas ne pas faire l'effort parce qu'il en va des citoyens, il faut les protéger, du fonctionnement du territoire. Ce qui fait que c'est là où la question d'avoir des politiques publiques, c'est très important parce qu'il faut aller là où ça rend service, pas là où ça pose problème. Vous avez parlé de TikTok. Je vous donne un problème. Moi, je suis journaliste aussi, je suis observateur. Quand vous voyez que une des personnes qui s'occupe des politiques publiques de TikTok vient du monde des ministères, du monde culturel français et tout, ça pose problème du fait qu'il a des entrées au niveau culturel, alors qu'on sait que derrière... Et des infos. Voilà, alors qu'on sait que derrière, c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on fait avec nos données dans un pays où a été créé TikTok, la Chine. Voilà, ça c'est un vrai problème. Pas que TikTok, les GAFA aussi. Les GAFA ont une politique d'embauche souvent de gens qui sont influents dans la sphère politique. Lobbying, hein. Lobbying, ça pose vraiment des problèmes. Ça aussi, il faut être très très prudent. Voilà. Oh, je crois que ça, on va le trouver un peu dans tous les secteurs. Il y a toujours quelques têtes d'influence qu'il faut aller toucher. Et puis, il y a une chose, nous sommes un pays de culture. Et ça, c'est très important. On a une tradition, le monde scientifique et le monde culturel. Là, c'est pas étanche. Au 19e siècle, la première exposition d'électricité en 1881
le commissaire était Georges Berger. Et il était en même temps professeur aux Beaux-Arts. Il venait d'écrire un livre sur la peinture française. Voilà, c'est vraiment très important. C'est vrai qu'on a aussi une révolution au niveau culturel avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et moi, je travaille aussi beaucoup en réalité virtuelle. Voilà. Et les deux combinés, aujourd'hui, amènent au milieu créatif des opportunités incroyables. Et comme Total Impro maintenant, avec l'intelligence artificielle fait... avec son journal, totalement fait par intelligence artificielle et distribué dans les meilleurs points de vente des Yvelines. Ça me fait quelque chose. Et pour revenir à la photo, je vais vous donner un exemple. En 1988, je crois que c'était en 89-88, il y a eu une très belle expo à l'Institut du monde arabe d'un grand photographe français, Plossu. Et c'était par rapport à ses voyages dans les années 60 au Maroc et tout. Et moi, comme journaliste, critique culturelle, j'ai commencé à chercher, toujours on cherche, qu'est-ce que je vais écrire sur cette expo. C'est très important. Et quel est l'angle ? Et je me souviens toujours, je me suis arrêté devant une petite photo. Tous les autres l'ont regardé puis sont partis. Et moi, je me suis arrêté parce que je suis né au Maroc, je connais le pays. Et là, Plossu photographiait une locomotive qui sort de la vallée de la ville de Fès. On ne voit pas la ville, on voit deux rochers et on voit une locomotive qui sort. Et moi, j'ai dit, c'est ça Plossu, c'est ça son imaginaire, sa photographie. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas succombé à l'exotisme. Souvent on tombe dans l'exotisme quand on va à Marrakech, au Maroc et tout. Et lui là, cette photo, et j'ai fait tout un article brute, sur ça. Et pourquoi je raconte cet article ? Parce que on était poussé soi-même à réfléchir, à développer sa propre narration pour raconter quelque chose en tant que journaliste. Pour les écrivains, c'est la même chose et tout. Et quand on se trouve devant une page comme ça pose des questions aussi. C'est-à-dire, on donne à une intelligence matérielle d'écrire quelque chose. Est-ce que c'est bien fait ? Est-ce que c'est de qualité ? Et c'est là où ça pose vraiment... Alors là, on a quelque chose d'un peu particulier aussi, parce que la base de cet article, c'est une vraie interview. Ah oui. C'est un vrai Total Impro qui a été tourné par Jean-Pierre. Oui. Et c'est l'intelligence artificielle qui a mouliné pour sortir un résumé. Tout à fait. Et dans le style que Jean-Pierre lui a demandé dans le prompt. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a chez nous... Même les photos, là, on a la vraie photo de Jean-Philippe qui a été repassée à l'intelligence artificielle. Voilà. Il a vraiment voulu aller jusqu'au bout du concept. Oui. Et donc on a quand même une base qui a été réalisée par Jean-Pierre. Voilà, et je sais pas, peut-être... Donc c'est quand même la personne, enfin voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, on a quand même quelqu'un derrière pour la faire travailler. Quoi. Alors moi, je l'utilise pour chercher de l'information. Ça m'a vraiment facilité énormément. Ça synthétise une quantité de données incroyables. Bien sûr, voilà. Je prends l'exemple de ce consortium entre l'Université Rotterdam et tout sur l'intelligence artificielle pour les citoyens en situation de vulnérabilité. C'est par l'intelligence artificielle. Après, il faut vérifier l'information. Il faut aller sur le site des universités, chercher de l'info. Ça, c'est le travail des journalistes. Toi, Caroline, comment tu fais pour... Je vais vous laisser. Parce que, j'allais c'est une inviter transaction. Caroline. Voilà, je suis désolé de vous laisser. Merci encore. Ben, merci à toi, Nidam. Voilà, alors ça s'appelle Territorial Challenge. J'en appelle aux collectivités locales, aux élus, aux responsables des communes et tout, de vraiment réfléchir comment ils peuvent accéder à de l'information. Comment intégrer le numérique dans la vie quotidienne de leurs citoyens. Ils sont responsables. Voilà. Et c'est à eux de l'impulser. Voilà. Territorialchallenge.com. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nidam. À bientôt. J'espère qu'on vous reverra sur les Total Impro de l'année prochaine. Merci. On n'est plus que toutes les deux.
Mais oui, les meilleurs pour la Voilà, fin, c'est ça. Caroline. Oui, et puis pour dire que Nidam fait partie de l'équipe d'une douzaine de correspondants, chroniqueurs, journalistes qui vont nous accompagner sur les streams électoraux pour les législatives. Donc on va retrouver Nidam très bientôt. Voilà. On est déjà l'été, ça se voit pas, mais moi ça y est, je suis déjà après les vacances. Je suis déjà à la rentrée de septembre. Alors à l'heure du numérique, tu lances un journal. C'est Alors un justement, journal moi je papier. reprends sur ce que Nidam disait tout à l'heure. Alors moi, c'est un peu ma vision et la vision qu'on a un peu constatée, c'est que soit les personnes ne sont pas au courant, par exemple, on parle de l'intelligence artificielle, ils ne sont pas au courant, en fait, tant qu'ils n'en ont pas besoin de la cybersécurité, tant qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'en tiennent pas oublie, compte. on Voilà, on zappe. on disait hier. Et s'ils commencent à en prendre compte, en fait, ils vont faire plus que ça. Et nous, on parlait de la photographie tout à l'heure, et c'est un peu ce qu'on veut remettre à l'ordre du jour, c'est qu'on se rend compte que, au fur et à mesure, les gens ont remplacé le photographe, où c'était un vrai métier, par un téléphone portable. En se disant non, on n'a plus besoin parce qu'on a notre téléphone portable, ou maintenant il y a l'IA. C'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux justement des photos faites par l'IA. Je suis très fan du graphisme fait par intelligence Voilà, artificielle. mais alors c'est vrai que moi où ça me dérange un peu, c'est qu'en fait c'est pas l'un à la place de l'autre. Et Non, c'est voilà. deux arts Et, différents. voilà. Et souvent, les personnes, et ce que je disais tout à l'heure, nous, on est plutôt proche des sociétés, faire leur communication donc via la photographie. Et en fait, c'est vrai que souvent, ils remplacent le photographe par soit dire j'ai un téléphone portable, je fais par mon téléphone portable, ou c'est pas grave, on a l'IA et qui va faire. Et c'est vrai qu'on veut remettre un peu à l'ordre du jour via la photographie, et ça ne remplace pas tout le reste, c'est justement un complément de remettre le savoir-faire. Et le but de 28 Mag, c'est via la photographie, refaire voir comment un artisan va travailler avec des vrais reportages. Voilà. Alors une journée au 28 Mag, comment ça se passe pour toi? Alors une journée. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent? Non. C'est le principe. Une semaine fait 7 jours, une journée fait 24 heures. Donc c'est en fait on a pour le moment on n'est pas trop planifié. C'est un peu avec les besoins des personnes, parce que c'est vrai qu'on a fait. En fait, au tout début, on a beaucoup démarché, essayer de voir le besoin en fait des personnes en leur disant voilà, on propose cela. Est-ce que ça peut vous intéresser? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un frein. Soit les personnes qui ne comprenaient pas à quoi ça allait leur servir. Et après, il y avait aussi, parce qu'il y a quand même on va dire des frais de fonctionnement, un peu comme tout. Et les frais de fonctionnement, quand on leur demandait une participation qui pouvait être un frein à leur demande. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on peut être transparent là-dessus? Comment vous vivez? En fait, comment vous faites fonctionner l'association? Alors, il y a de la régie publicitaire. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? C'est vraiment. Pour le moment, c'est vraiment de l'autofinancement. C'est par, on va dire, nos fonds personnels. Dès que on va se déplacer, c'est nous qui investissons. Après, au fur et à mesure, en fait, on a quand même, avec à force des personnes qui font appel à nous pour faire des reportages. Donc, c'est vrai qu'il y a un but. On leur demande une participation. Donc, on demande déjà pour qu'ils aient justement cette attractivité tarifaire de devenir membre de l'association, parce qu'on veut vraiment différencier en fait l'association pour les frais de fonctionnement d'une société, parce qu'on a notre société de communication et forcément c'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc on veut vraiment faire le distinguo entre les deux, leur dire que c'est vraiment de pouvoir les aider. Donc il y a une adhésion qui est de 35 € pour l'année, et ça leur donne en fait accès à une grille tarifaire beaucoup plus intéressante dans leur reportage, et nous on fait tout l'accompagnement. Alors c'est vrai que ça peut... En fait on n'a pas posé encore trop de limites à dire vous prenez un reportage photo, c'est par exemple
une vingtaine de photos, enfin, je dis un chiffre, ou est-ce que c'est un accompagnant sur les réseaux sociaux? En fait, on va vraiment s'adapter à la personne et à ses besoins. Si elle nous dit, bah voilà, moi je ne m'y connais pas du tout sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez m'aider? Comme de toute manière, les réseaux, c'est de la photo ou de la petite vidéo. En fait, nous, on fait ces montages et on le met pour eux. Après, on a un site internet que nous a fait Thierry, où là, ce sera peut-être plus notre porte-parole au moment électoral parce que ce ne sera pas moi. Donc on propose en fait la création de sites internet, mais vraiment personnalisés, pareil, à titre avec des tarifs associatifs. Et là, en fonction de leurs besoins, donc les onglets dont ils auront besoin, avec forcément leur reportage photo, s'ils prennent un reportage photo. Et nous, sur notre site internet, tout adhérent a son logo qui est sur une page spécifique, qui en fait relaie. Donc il y a une passerelle qui est faite sur leur site internet. En fait, on veut vraiment faire des boucles. On veut que tout le monde puisse avoir accès à tout le monde. Et après, ceux qui veulent venir en aide, ils peuvent, par exemple, des journalistes ou autres, parce que là-dessus, voilà, les débuts, on a déjà le webmaster, le directeur artistique. Donc après, voilà, il nous manque tout le réseau qui peut se créer. Oui, on a besoin, à la rigueur, voilà, ça fait combien de temps, rappelle-moi? 1 an. Non, c'est tout neuf. Donc c'est tout neuf. Et puis on a notre activité aussi à côté. Donc alors les temps. Pépites de l'artisanat dans le 28. Qui sont-elles? Chez qui il faut aller jeter un coup d'œil? Alors, pour le moment, on a un peu... En fait, il y a énormément d'artisans. Je crois qu'on a un peu plus de 3000 artisans en Eure-et-Loire, c'est ça? Alors, ça va de tout, parce qu'il ne faut pas oublier en fait, que déjà, tous les vitraux sont faits. Il y a l'école du vitrail qui est sur Chartres. Ce sont des artisans. Il y a énormément d'artisans qui font tout ce qui est restauration de monuments historiques. Et voilà, il y a toutes ces pépites-là qui, pour le moment, veulent rester encore... Ils regardent. Voilà, ils veulent... Comment ça se... Oui, puis en fait, ils veulent rester... derrière secret, qu'on ne parle pas trop d'eux. Mais en fait, on veut vraiment faire promouvoir parce que c'est quelque chose que les gens ne doivent pas manquer de travail. Non, mais en fait, c'est pas... Alors, il y a effectivement des artisans... Ils n'ont pas ce besoin de communication. Hermès non plus n'a pas besoin de... mais il communique quand même. Bien sûr. Mais en fait, la communication, les gens pensent que ça y est, on va faire une publicité, c'est pour... mais en fait, c'est aussi pour ne pas se faire oublier, pour se faire connaître, pour continuer à se faire part de soi. De son secteur. Voilà, son secteur et d'être là. Et voilà, en fait, la communication, nous, par notre réseau, c'est de faire parler de soi et en fait de ne pas être oublié, même si on a, ou de transmettre, parce qu'il y a on oublie, il y a quand même des artisans ou même d'autres corps de métier qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Comment ils font pour recruter? Par exemple, en parlant d'eux, de faire passer un message, de faire intéresser les jeunes justement dans leur métier. Oui, tout à fait. Parce qu'un jeune qui arrive ne sait pas forcément. Alors, parlons de métier. Toi, tu viens d'où à l'origine? À l'origine, alors moi je suis originaire de Versailles, exactement. De quel secteur? Voilà, en fait et en fait, de quel secteur professionnel? Oui. Et moi j'ai mon métier de base, je suis assistante de gestion. Voilà, j'ai évolué au fur et à mesure des années de mes déplacements parce que je suis partie vivre à Bordeaux, j'avais 25 ans, et c'est vrai que justement il y avait déjà une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs et aussi d'emploi. Donc quand on arrive, on se dit tiens, je vais prendre ce qu'il y a. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai évolué dans tout le côté plutôt administratif. J'ai fait une reconversion, j'avais 32 ans, donc dans le milieu de l'esthétique. Donc j'ai repassé un diplôme d'esthétique, retourné à l'école, pour ouvrir un centre de bien-être. Et puis au fil des rencontres, et puis aussi de l'économie, parce que tout ne marche pas forcément. On ne se dit pas, on rentre dans une boîte aujourd'hui et on reste 25 ans dedans. On est parti à voyager avec mon mari. Donc on a décidé de partir quelques mois en Indonésie et d'autres pays. Et on s'est installé 3 ans en Martinique où là je me suis occupée de plein de choses. Je me suis occupée d'un restaurant. En fait, je suis vraiment
le couteau suisse d'aujourd'hui. Voilà, En fait, tu es super agile et tu peux changer de métier comme de chemise. Je m'adapte. Tu Voilà. t'adaptes. En fait, je m'adapte aux besoins je de. crois. Ouais. Alors, quand je suis revenue en métropole, c'était très compliqué parce qu'on me disait que j'étais instable. Mais en fait, c'est pas une question d'instabilité, c'est juste, voilà, on a besoin, je me dis, pourquoi pas. Et en fait, moi aussi, c'est un challenge. Et comme 28 Mag, où là, c'est un challenge de parler devant tout le monde parce que j'ai pas du tout l'habitude, se dire, pourquoi pas, j'essaye. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a pas... Enfin, moi, je sais que j'ai un diplôme, mais je voulais pas rester dans ce domaine-là. J'aime être au contact des gens. J'aime transmettre aussi aux gens et voilà, il faut s'adapter et c'est vrai que après il y a l'autre partie avec David où ça c'était mon rêve d'enfance d'être photographe, mais plus voilà, j'aurais été reporter photographe et en fait j'ai rencontré ma moitié, voilà, je vis mon tout à fait. Par procuration non, parce que généralement la compagne a un rôle important aussi. En fait, on est très complémentaires parce qu'à la fois, quand c'est lui qui fait les photos, je fais ses lumières. Mais après, je fais tout le côté administratif. En fait, on essaie de... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait avoir plus de personnes voilà, qui, même si c'est une petite pierre qu'elle nous amène, se dire, tiens, voilà, est-ce que je peux vous apporter quelque chose? Et c'est vrai que quand on a créé l'association, c'est de se dire, mais on ne fait plus les choses que tous les deux. Et si quelqu'un veut venir nous aider, même nous donner des idées, des marchés, on est de très mauvais commerciaux, donc voilà. Ouais, mais voilà, parce qu'en fait, c'est tout le temps démarcher les gens. Oui, et même c'est le moment justement de parler de ça. C'est vrai que quand on va voir les artisans, quelle personne pourrait venir vous aider? Ah, mais plein plein de personnes. Non, mais les personnes, alors déjà, c'est vrai que journaliste. Donc là, après, on pioche aussi chez les jeunes parce que j'ai mon fils qui fait partie de l'association. Mais lui, il est du côté édition. Donc c'est le diplôme qu'il a. Donc lui, il sera plus, quand on va faire le web magazine, vraiment dans la mise en page, la relecture et autres. Donc on lui a donné on lui donnera vraiment cette mission, même s'il là, il commence à... En fait, on est un peu sur les... Aujourd'hui, sur le brouillon. Voilà, on veut quelque chose de parfait. On préfère lancer quelque chose plus tard, même si des fois on retarde en se disant, voilà, on n'a pas tous les reportages, on retarde, c'est pas grave, on préfère que ça soit bien lancé. Mais après, quelqu'un pour écrire, pour interviewer, après, peut-être pour démarcher, parce que c'est vrai que même si aujourd'hui on a des contacts avec des artisans, des acteurs, des producteurs locaux et autres, il faut toujours, démarcher et en fait, qui comprennent aussi notre sujet aussi. Voilà. Et en fait, dans le web magazine, il y aura des publi-reportages. Donc, il y aura, pour le moment, on s'arrête à 9 sujets. Et il faut que ça soit lié, en fait, sur l'économie et le côté économique et social de l'Eure-et-Loir. Donc, voilà ce que ça peut apporter. Quel est ton plus beau souvenir de cette année d'aventure? Est-ce qu'il y a eu un souvenir marquant? Alors avant ce souvenir marquant, on va juste après laisser, on va réserver du temps pour Eric, le boss, le taulier. Oui. Donc je vous laisse conclure. T'inquiète pas, je vais conclure vite. Non, mais... Non, alors, il va arriver d'ici 5-10 minutes. Dès qu'on lui fait un petit signe, il pourra y venir. Alors, simplement, sinon, on aurait pu continuer très très longtemps, mais c'est juste les batteries. Je veux réserver encore quelques pourcentages de batteries pour Eric, ok? Merci. Donc, du coup, on l'attend. Dès que vous avez terminé, on lui fait un petit coucou. Alors, je termine sur ta question. Plus beau souvenir, en fait... Pour moi, ça a été l'exposition, notre exposition, parce que c'est vrai qu'on fait que des photos pour les sociétés. Même avec le magazine, en fait, nous on pense société, on pense comment les mettre en avant. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire en fait des photos de David. Lui dire, voilà, ça peut s'exposer. Et en fait, on a réalisé un peu... on va dire mon rêve. Voilà. C'est un courant, l'industriel. Voilà. Et puis, c'est faire connaître, en fait,
remettre des photos, ne serait-ce qu'au mur. Les gens ont tout dans leur téléphone et en fait, on n'imprime plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire. Et d'ailleurs, ça a donné un projet pour un de nos membres de l'association où en fait, on va les accompagner. Donc, on les accompagne dans leur communication déjà de base pour faire voir. Alors, ce sont des producteurs, donc faire voir comment ils vont faire leur production. Et là, ils nous ont dit, voilà, on fait l'inauguration tardive de notre... donc, c'est une chèvrerie. Et ils nous ont dit, voilà, on aimerait faire des photos. Donc, via une exposition. Et c'est vrai que j'aimerais promouvoir. Et si après, il y a d'autres personnes qui veulent faire tout ce qui est organisation, j'adore ça. Voilà, faire vraiment un événement. Alors, c'est... avec un vernissage et créer. Et c'est vrai Il faut en parler à Jean-Philippe, ça maintenant, il est rodé. Mais que ça soit des peintres, n'importe quel. Bon, c'est vrai bonne volonté, passionné. Et que puisse, via l'association. Alors c'est vrai que cette exposition, ça a été. On a eu une deadline qui était très courte et on a été chercher des subventions. Et c'est vrai que les gens ont joué le jeu. Ça peut aller. Ce qu'on disait, on a eu des aides de 20 € jusqu'à beaucoup plus. Et en fait, on a réussi à subventionner toute l'exposition. Et voilà, moi, ça. Vous avez une nouvelle date là Non, qui pour le prévues moment, non. Alors nous, on n'a pas de planning. Donc, mais ça va, il faut qu'on lance ça, il faut qu'on s'y mette. Vous êtes à la recherche de lieux où vous pouvez réexposer cette. Alors oui, de lieux éventuellement. Et voilà, et puis après, pourquoi pas, oui, si quelqu'un veut la remettre et refaire une petite soirée. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est regrouper surtout les personnes. C'est vrai que ça nous a permis aussi de rassembler justement dans ce bar qui est dans un tout petit village, parce que tu y étais. On a eu, je crois, 120 personnes. On s'est dit, allez, si on en a 40, c'est le grand maximum. Et en fait, on a eu plus de 100 personnes. Et c'était pour nous, notre réussite, c'est de faire revenir les gens. Voilà, c'est ce qu'on veut. Alors, on suit le 28 Mag, qui est là. Sur Internet, l'adresse Internet 28mag.org. Voilà, et puis l'adresse mail, pareil, 28mag.org. Soyez curieux. asso@28mag.org, ils peuvent nous envoyer des mails. On a Facebook, on a Instagram. On va suivre tout ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On laisse quelques minutes encore à Caroline, peut-être pour refaire une mini présentation de l'association, puis surtout des offres communicantes que vous avez. Ça me laisse le temps d'aller chercher Eric. Ah oui, 30 secondes, 3 minutes. C'est déjà la deuxième fois qu'on le fait, ça fait 3 fois là. Donc voilà, si nous on vient en aide, on vient en aide. Aujourd'hui c'est son anniv et c'est c'est l'anniversaire de Total Impro, oui. Donc, donc s'ils entendent les petites sociétés, alors quand je dis petites sociétés, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas c'est que il y a des boîtes qui ont vraiment des structures avec des directeurs commerce, des directeurs de communication, marketing et autres. Et là effectivement le 28 Mag accompagne vraiment les personnes qui veulent, tout simplement faire leur métier. Nous, on s'occupe de leur communication. Voilà. Donc, et voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Et le 28 Mag, ça va venir. C'est difficile de manger en parlant, c'est vrai. En parlant. Bon, bonjour déjà. Bonjour, Eric. Bon après-midi. Et merci de nous accueillir pour cet anniversaire des 2 ans de Total Impro et c'est la revue de presse aujourd'hui. Oui, exactement, c'est vrai. Alors je ne sais pas s'il faut dire seulement ou déjà 2 ans. Voilà. Déjà, c'est passé tellement vite. Ouais, c'est passé. Ça fait 1 an et demi qu'on vient régulièrement à Eva. Ouais, pour vos événements. Avec grand plaisir. Ouais. Que ce soit Jean-Pierre pour ses sessions et aussi, nous pour les After Work VR. Alors, ça fait 1 an et demi maintenant que tu es ouvert. Ouais. Parle-nous de ce développement et comment ça s'est passé ces 1 an et demi. Écoutez, là on va dire qu'on est satisfait de la progression qu'il y a eu. Ça
ça a mis un petit peu de temps. On a eu des soucis techniques au départ, mais pas au niveau du matériel, au niveau du bâtiment. Mais franchement, voilà, maintenant, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, on a un rythme qui est très très agréable, on va dire. Il y a encore largement de quoi progresser, mais on a vraiment un rythme qui est très intéressant, qui suit la tendance qu'on souhaitait. Donc non, on est très très heureux. On a des clients qui sont contents, qui sont satisfaits, qui apprécient l'offre et qui reviennent surtout. C'est ça le plus important. C'est vrai que Donc, je voilà. vois sur nos invités, il y a souvent des gens qui Exactement. reviennent, ils sont très contents de découvrir le lieu. On a une très bonne, C'est inhabituel. on a une très bonne fidélisation. Après, ce qui est comme tout, hein, la connaissance et parfois acquérir le client, aller le chercher est parfois plus compliqué. Alors pour ceux qui ne Très connaissent pas intéressant, encore voilà, Eva Morpa, voilà. parlez-nous du concept. Alors, le concept, pour ceux qui sont un petit peu joueurs, c'est le principe d'un jeu vidéo dans lequel on se déplace réellement physiquement. Donc c'est vraiment vous qui vous déplacez, qui vivez votre action. Non pas votre personnage qui se déplace tout seul, mais c'est vous, même physiquement. Et puis pour les non-gamers, ça reste extrêmement accessible, très intuitif. Donc c'est vraiment pour tout le monde, ça s'adresse vraiment à tout le monde. À partir de 12 ans ou d'1m40, on peut avoir des enfants un petit peu plus jeunes, mais il faut vraiment qu'ils fassent 1m40. Vraiment venir en famille. Exactement, et c'est quelque comme chose entre qui... collègues, Voilà, entre amis, les hommes, les femmes, je crois que tout le monde... Parfait, tout le monde est bienvenu, tout le monde y trouve son compte, parce que c'est accessible, voilà. Et c'est vrai que ce qui est particulièrement sympathique, c'est de voir dans la même arène, il nous est arrivé d'avoir 3 générations dans la même arène, donc les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Ça permet vraiment de faire une activité de famille, familialement. On a régulièrement des grands-parents qui reviennent avec leurs petits-enfants et on se souvient tous, enfants, d'avoir fait des jeux avec ses grands-parents. Mais qui souvent correspondaient aux jeux de nos grands-parents. Le nain jaune. Alors que, crapette. Alors que notre activité permet l'inverse, en fait, permet aux grands-parents de faire le jeu de leurs petits-enfants et de le faire de façon extrêmement intuitive, puisqu'on va tenir du matériel. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement accessible et ça se refait qu'on a des familles, des grands-parents qui reviennent régulièrement pendant les vacances avec leurs petits-enfants, pour jouer avec eux à leur jeu en fait. Et ils ne reviennent pas avec leurs copains grands-parents? Alors c'est pas encore arrivé, c'est vrai, c'est dommage, hein, on va faire le tour. Là. Il y a certainement une clientèle à aller chercher. On a beaucoup de avec maisons des activités très de spécifiques. seniors Voilà, dans le exactement. coin, on va leur organiser des choses. Il faudrait faire ça, mais non, c'est vraiment, c'est ce qui est beau dans cette activité, c'est qu'elle est vraiment accessible et ça reste extrêmement immersif dans des univers sympas, etc. Alors c'est des jeux de tir aujourd'hui, hein, mais on attend avec impatience un nouveau jeu pour la fin de l'année, normalement, qui devrait élargir un peu la clientèle en permettant d'avoir un jeu qui serait basé sur du sport. Voilà. Alors là, on a l'exemple de voilà, matériel voilà, qu'on peut là, utiliser. Voilà, là c'est l'arme. Justement. C'est l'arme qu'on utilise aujourd'hui. Que faut-il pour jouer à Eva Morpa? Alors aujourd'hui, il faut le casque de réalité virtuelle qui est ici. Un casque, un ordinateur je vais essayer qui reste sur le côté. Et puis l'arme qui permet d'évoluer dans le jeu et d'éliminer les joueurs pendant les parties. Voilà, donc ça c'est les jeux actuels. Soit en joueur contre joueur. C'est très lourd, hein. On a vraiment l'impression de porter quelque chose de massif. Hein. Ouais. C'est pas que du plastique. Ouais. On a vraiment une impression Il y a un renfort à l'intérieur. Pour moi qui suis une fille... Voilà. Mais on a du nouveau matériel qui est beaucoup plus léger qui arrive. Voilà. Donc c'est vraiment facile. Je peux pas mettre le casque. Ouais, ça va être compliqué. Parce que je l'ai démonté. Et sinon, vous voulez voir à quoi ça ressemble, Jean-Pierre? Alors, il faut savoir que quand on fait de la réalité virtuelle, il faut oublier toute dignité. J'ai l'habitude. Hein. Voilà. Très facilement, on met un casque. Donc la mouche. La petite moumouche. Et alors, avant, il y avait un sac à dos à transporter pour pouvoir faire le travail. Et maintenant, c'est totalement Wi-Fi. Donc, on a vraiment une liberté. Ça donne vraiment beaucoup de liberté de mouvement, on se sent plus léger. On a économisé 4 kilos sur le dos, donc c'est beaucoup plus léger. Ah oui, 4 kilos quand même. Ouais, quand même, l'ordinateur, 4 kilos. Et donc, je vous disais, la fin de l'année, on espère avoir un nouveau jeu basé sur du sport, cette fois-ci. Donc, on aura différent pour toucher d'autres clients. Voilà, pour les nouveautés. Puis en tout cas, on est toujours ravis de vous recevoir.
Tous, hein, voilà, ici. Eh bien, nous Et même on a la de- place pour ça, pour les événements. Alors parle-nous de ce qu'on peut faire ici, parce qu'on peut jouer, dans les arènes, puisqu'il y a 2 grandes arènes de 500 mètres carrés. C'est ça. Et on peut y venir pour organiser des événements d'entreprise ou privés. Exactement, donc on a des locaux qui permettent, alors déjà, outre le fait qu'on a un bar, donc qui est licence 3, donc qui nous permet d'avoir une restauration rapide locale, avec des bières, donc du vin, ce genre de produits. Et bien sûr, on a aussi des salles de réunion, un amphithéâtre, donc qui nous permet d'accueillir des groupes plus ou moins grands. On a fait jusqu'à 100 personnes aujourd'hui, avec l'activité principale qui reste donc l'activité VR en espace libre, mais on a également des jeux d'arcade, des billards, un billard, un baby-foot pour les jeux d'attente. De quoi organiser des petites olympiades, exactement, des choses comme parfaitement, ça. et Très on fait facilement, ça. en fait, tout est là. Et, Exactement, soit pour des entreprises, soit pour des familles, des groupes d'amis, des collègues, after work. Tout est ouvert, voilà, on a des horaires officiels publics, et après, bien sûr, en privatisation, on peut ouvrir n'importe quand. Voilà, c'est très, on est là pour les clients, donc on fait comme ils le souhaitent. Eh ben merci beaucoup, Eric. Bah non, merci N'hésitez beaucoup, pas, Anne-Laure. vraiment, c'est Eva Morpa, puis, c'est dans la zone voilà. Paris-Ouest, entre Coignères, c'est Coignères-Morpa, Paris-Ouest. Exactement, on est à cheval on entre est vraiment Coignères à cheval ici. et Morpa, juste derrière Maxiso et le tissu des Ursules. C'est voilà, ça, dans la zone tissu, Paris-Ouest. ouais, exactement. Donc Puis, on est il impatient faut de vous vraiment recevoir. venir le découvrir. C'est vraiment une expérience à vivre à plusieurs, avec la famille, avec les amis, avec les collègues. Voilà, ou on peut aussi venir. Ou Les seul, réservations, parce voilà, qu'on exactement, on peut venir s'intégrer. seul et s'intégrer À une équipe, à une partie, en notamment donc la réservation principalement se font sur internet, ce qui permet de voir tout le planning et de justement, si on est seul, de pouvoir s'insérer dans une partie où il y a encore de la place, avec des gens qu'on ne connaît pas mais qu'on connaîtra à la fin et à qui on pourra partager un verre à l'issue de la partie. Voilà. Ouais, c'est Voilà. vrai que c'est vraiment l'ambiance au bar est très sympa. Exactement. Et nous, c'est avec plaisir qu'on y revient presque tous les mois avec les Ouais. VR Meetup. Exactement, on est ravis. Bientôt l'anniversaire aussi, le mois prochain, Ouais. des 1 an de VR Meetup. J'ai un an. Donc, merci à toi. Bah non, Et, bah de rien, Laure, merci beaucoup. Et d'être on passé encore reviendra aujourd'hui, voir puis à bientôt, les nouveaux jeux. Ah bah bien sûr, de toute façon, vous êtes toujours les bienvenus ici. Qu'on attend impatiemment. Plus basé donc sur le sport, quelque chose. Il y en au moins aura sur un le qui sera tir. plus sur du sport. Ouais. Bah après, on gardera toujours notre activité principale de jeux De jeux, compétitifs. Mais justement, voilà, on passera pour avoir une offre un peu plus variée. Voilà. Du moins, on espère Un peu plus soft que ça pour va, qu'on certaines, va tenir le délai de la fin de l'année. Sinon, bah, début d'année prochaine. Mais, En fait, c'est au niveau de la franchise que c'est ça la se marque, développe. c'est la marque qui développe les jeux, voilà, qui nous les bascule après, une fois testés. Eh Voilà. ben, on est impatient Ah de bah, nous aussi. découvrir Voilà, ça, Jean-Pierre. exactement. On viendra les tester. Ah bah, on vous en parlera, ça c'est certain. Voilà. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, merci de nous avoir donné cette antenne Voilà. pendant Merci 3 encore heures. à Jean-Pierre. Voilà. Il nous a Et- vraiment lâchés. Et à bientôt. Merci à Voilà. Eric pour tout ce que tu fais pour nous. Et on espère vous revoir très vite sur les réseaux, tous les réseaux sociaux liés à Total Impro, le petit marché, les balades rambolitaines, numericus.io, le petit guide. Le petit guide. Vraiment, Jean-Pierre Morvan, vous le retrouvez partout dans les Yvelines, même aussi maintenant dans l'Eure-et-Loire, dans l'Essonne. Un terrain qui s'agrandit. N'hésitez pas à lui ouvrir vos portes, votre cœur et votre tête pour lui raconter ce que vous faites et ce que vous pensez. Il ne vous quittera plus. Merci encore à tous.